Bonjour. 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 Et bonjour. Vous êtes sur le Curious Cast présenté par Vittorio. Ursula. Grégoire. Et Manon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'épisode 2 de notre podcast sur les inégalités de genre. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert le quotidien d'un couple, Mélanie et Émeric, et de leurs enfants Emma et Léo. Nous avons pu avoir le témoignage de Mélanie concernant sa vie familiale à la maison et les multiples problèmes du quotidien. Aujourd'hui, Curieuse vous raconte l'histoire d'Amélie. Cette histoire s'inscrit toujours dans le thème égalité homme-femme. Amélie travaillait depuis 5 ans dans une entreprise. Son témoignage raconte plusieurs événements qui se sont produits pendant une semaine bien particulière, car son entreprise accueillait de nouveaux salariés. Aujourd'hui, on reçoit Amélie qui vient de Marseille, qui vient témoigner d'une expérience personnelle au travail. Comment ça va, Amélie ? Oui, ça va bien, merci. Effectivement, je viens témoigner aujourd'hui pour une expérience qui date d'il y a 1 an. Je travaillais dans une entreprise de communication. Chaque soir, avec mon compagnon, on avait le rituel de se raconter nos journées. Cette fois-ci, comme il était absent pendant une semaine, j'avais beaucoup de choses à lui dire. Hey, alors, c'était comment cette semaine ? Horrible, et toi ? À ce point, moi, de mon côté, je pensais que ça allait être chiant et au final, c'était même plutôt sympa. Ah bah t'en as de la chance, parce que moi, ma semaine a été un vrai calvaire. Comment ça se fait ? Les nouveaux font déjà n'importe quoi ? Attends, c'est quoi déjà leur prénom ? C'est Chloé et... Damien. Et justement, non, c'est pas eux, ils sont victimes ici. Tu vois Jean-Marc et David, mes 2 collègues ? Ouais, je crois, les 2 que t'aimes pas. Oui, eux. J'avais un mauvais feeling avec eux depuis longtemps, et bah j'ai bien fait de me méfier. Maman, je trouve plus mes chaussures de sport. Tu sais où elles sont passées ? T'as regardé dans l'entrée ? Oh ! Elles sont là ! T'es trop forte ! Tu pourras regarder ici la prochaine fois avant de demander. Si tu le dis. Et du coup, tes 2 collègues ? Ah oui, c'est vrai. Les nouveaux sont arrivés lundi matin, et ça a commencé dès le midi. Le matin, on leur faisait visiter les bureaux pour qu'ils rencontrent toute l'équipe. Juste après, je leur ai présenté leur mission. Quel logiciel utiliser, etc. À la pause du midi, les autres voulaient connaître un peu mieux les nouveaux, du coup, ils leur ont posé des questions. De quelle ville ils venaient, quelles études ils ont fait, des questions classiques quoi. Et puis, ça a été au tour de David, qui a immédiatement demandé à Chloé, la nouvelle, si elle était en couple. Puis il a un peu insisté, demandant pourquoi elle s'était séparée de son ex, ce genre de questions qui ne se posent pas trop à un collègue, et encore moins dès le premier jour. Sur le moment, tout le monde était mal à l'aise, à part lui bien sûr, mais on est vite passé à autre chose, puis on est retourné travailler. Ah ouais, dès le premier jour, il est lourd. Attends, ça c'était que le premier jour. Après, très vite, en plus de David, c'est Jean-Marc qui s'est mis à faire des blagues très limites à Damien et Chloé. Ah ouais, c'était quoi comme blague ? Vraiment là, je te raconte un truc sérieux et tout ce que tu trouves à me dire, c'est c'était quoi comme blague ? Oh, ça va, c'était pour rire. Ouais, mais ça me fait pas trop rire ce que je te raconte. Oui, bon, ok, pardon. Donc, le lendemain, le mardi du coup, Chloé est arrivée en jupe et directement Jean-Marc qui la voit et lui demande si elle a un rendez-vous le soir même. Ce à quoi elle répond poliment que non. Et pour couronner le tout, il lui demande alors si c'est pour lui qu'elle s'est faite belle. Et Jean-Marc, il dit tous ces trucs devant les autres à chaque fois ? Pas devant moi en tout cas, mais je crois bien que oui sinon. Parce que la plupart des choses que je raconte, je les ai sues seulement aujourd'hui, après que Damien et Chloé soient venus m'en parler. Et personne dit rien pour qu'il arrête. Justement, même si quelqu'un lui dit d'arrêter, il continue. Après ça, je te laisse imaginer le malaise de Chloé. Le mercredi matin, Damien vient me voir et me demande ce qu'il doit faire. Je suis un peu surprise qu'il me demande ça, car juste avant, j'ai vu David, à qui j'ai demandé de leur donner à tous les 2 leur mission. Je lui dis donc quoi faire et je vais voir David qui était en pause avec Jean-Marc. Je lui demande comment ça se fait que Damien n'a reçu aucune mission
Et la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est qu'il a oublié de le prévenir et qu'il pensait que Chloé aurait pris l'initiative de le faire. C'est à quoi je lui réponds qu'en tant que supérieur, ça la fout mal d'oublier de donner des instructions. Et il a répondu quoi? Il m'a envoyé balader. Il a dit « je n'ai pas besoin d'une autre mère, j'en ai déjà une à la maison. » Attends, c'est de sa femme là dont tu parles? Exactement, et franchement, s'il est comme ça au travail, j'imagine pas chez lui. Ah ouais, je pensais même pas qu'on pouvait dire ça de sa propre femme. Franchement, je la plains, hein. Et donc, ce mec-là, il est marié et il a potentiellement des gosses. Mais il a 2 enfants en plus. J'ai vu plusieurs fois des photos d'eux. Mais honnêtement, j'espère qu'ils ne finiront pas comme lui, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il me réponde ça. J'ai pas su comment réagir. Je pensais pas qu'il pouvait se comporter à ce point comme ça. Oh, je pense que les deux, ils ont toujours été comme ça, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le montrer. Mais là, en plus, l'ambiance après doit être toute pourrie, non? On était en réunion tout l'après-midi et l'ambiance était tendue, on va dire. Le plus perturbant, ça a été le lendemain. On aurait dit qu'il ne s'était rien passé du tout. Les deux ont continué à passer leur temps au bureau de Chloé et à continuer de la harceler en faisant des blagues plus lourdes les unes que les autres. Et elle a rien dit. Moi, si un collègue m'emmerdait comme ça, je le dirais, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'elle leur dise? Ils sont les N+1. Elle est nouvelle dans l'entreprise et elle a peut-être peur que ça s'aggrave. Regarde, j'en ai confronté un sur un problème et il m'a renvoyé bouler alors qu'on occupe des postes similaires. Donc une personne inférieure dans la hiérarchie, qui plus est une femme, il ne laisserait aucune chance. Et justement, avec ta hiérarchie, t'as réussi à obtenir quelque chose? J'ai bien tenté de les prévenir, oui, mais comme ils sont amis avec l'un des chefs, je m'attends à rien de ce côté-là, quoi. J'ai fait leur recrutement et maintenant j'ai l'impression de les avoir piégés. Je ne sais pas si tu as des solutions ou au moins des pistes parce que là, je sais plus vraiment quoi faire. Cette histoire ne raconte pas une semaine de travail compliquée. Ni de faits isolés. Elle parle de tout ce qu'on laisse passer. Des mots qu'on étouffe parfois pour ne pas faire de vagues. Des habitudes qu'on appelle traditions. Le sexisme banalisé, invisibilisé. Il se glisse dans l'humour, les conseils, les évidences. Et tant qu'il restera normal pour certains, Il continuera d'être pesant pour d'autres. La question n'est pas de savoir qui franchit la ligne. mais pourquoi a-t-il fallu que quelqu'un la trace pour qu'on la voie? La bise! La bise! Et c'est la bise! La deuxième partie de ce podcast n'a pas été enregistrée dans les mêmes conditions, donc veuillez nous excuser pour la différence de qualité. Vous allez écouter des échanges en miroir avec 2 intervenants de 2 structures différentes. Bonne écoute! Je vous propose tout d'abord de vous présenter. Donc, je suis Catherine. Je suis une personne très engagée pour les autres. Je suis engagée dans plusieurs associations pour le principal à but social. Bonjour, est-ce que tout d'abord vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, donc je m'appelle Olivier, je suis technicien supérieur au CHU de Poitiers, au magasin lingerie de la blanchisserie, et je suis surtout délégué CFTC au CHU Poitiers. Pour vous, cette situation dans le podcast vous semble réaliste? La situation du podcast, pour moi, est très réaliste. Bon, la seule chose où je me dis que c'est peut-être, je sais pas en fait, si c'est moins réaliste, c'est peut-être l'intensité avec laquelle c'est. Parce que là, c'est sur une semaine et ça va très vite, quoi. Regardez comment ça se passe dans la rue. Ouais. S'il n'y avait pas la hiérarchie pour réagir, Ouais. les personnes sont aussi mal élevées à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Bah ouais, surtout qu'en plus, l'un des harceleurs traite sa femme Oui. horriblement devant les autres. Oui. Et donc, bon, ça laisse présager que c'est potentiellement soit pareil, soit bien pire en privé. D'autant plus qu'il a des enfants. Et ouais, souvent... Il en a 2. Oui, mais de fait, ce type de comportement se retrouve aussi à d'autres échelons, puisque il serait intéressant de voir comment il s'adresse à son médecin, comment il Ouais. s'adresse aux enseignants de ses enfants. C'est vrai.
Donc, ça induit beaucoup de choses, ce type d'agissement. Là, on a l'exemple sur l'entreprise, Ouais, mais un comportement comme celui-ci est général ouais. pour Ouais. la personne, je veux dire. Oui, oui, oui. Là, on voit qu'il n'a pas de limite. Non. Il y a peu de chances qu'il en ait pour un autre milieu. Oui, surtout que là, en plus, avec la hiérarchie, il peut potentiellement se permettre encore plus de choses. Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut en avoir autant avec une caissière, avec Oui, oui, c'est vrai. quelqu'un qui lui semblera subalterne? Ouais. Et il y a de grandes chances que Voilà. ce soit beaucoup de gens. Et il y a l'effet mouton aussi qui fait que lui, il dit, si personne ne bouge, ils sont moutons derrière lui. C'est-à-dire que les autres autour ne bougent pas, sa hiérarchie Ouais. ne dit rien, les autres collègues ne disent rien. Donc il est conforté dans sa position et il peut agir. Oui. Bah, en fait, même là, ce qui est peut-être pire, c'est que les collègues n'osent même plus, en fait, intervenir. D'autant plus que pendant que je faisais mes recherches, j'ai cherché, en fait, des numéros d'écoute d'urgence. Et en fait, très souvent, notamment, j'étais sur un site qui disait que les numéros d'écoute, par exemple le 3919, ne sont pas des numéros d'urgence et que le numéro d'urgence, c'est le 17. Mais la Sauf police que, ne se déplacera pas pour ça. Et Et, les syndicats, il y a beaucoup d'entreprises qui sont juste en dessous des limites pour ne pas avoir nécessité d'avoir un syndicat. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe quand un membre du personnel vient vous voir? Alors, quand un membre du personnel vient nous voir, parce qu'il est fragile, parce qu'il était harcelé, s'il a reçu des violences sexuelles ou sexistes, qui entraînent souvent un burn-out, on procède toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on fait tout de suite un entretien avec lui. On le fait parler, on voit ce qui se passe. Et surtout, il faut avoir une écoute très très attentive. Le mot écoute, je le répéterai peut-être plusieurs fois, car c'est ce qui est le plus important dans ces situations-là. On essaye de lui faire évacuer toutes les tensions. Et une fois que ça va un tout petit peu mieux, qu'il commence à aller mieux, on l'accompagne vers notre service psychologue. On a une psychologue du travail, donc c'est elle qui prend ensuite en charge toutes les tensions psychologiques avec l'agent. J'insiste aussi sur le mot accompagner, parce que ce mot accompagner, il va nous suivre tout au long du cheminement de l'agent vers son mieux. Donc on va l'accompagner même quand il en arrête de travail. Ça c'est hyper important car beaucoup d'autres organisations syndicales ne le font pas. C'est-à-dire qu'on va l'appeler, il va nous appeler, on va continuer à rester en contact par écrit, par mail, pendant tout le temps, jusqu'à temps qu'il vienne. Ça peut durer des fois 2, 3, 4 mois, ça peut durer 8, 9, 10 ans. Il y a des agents que je suis qui ont plus de 10 ans d'arrêt derrière eux, qui sont confiés dessus depuis 10 ans et qu'on continue toujours à accompagner. Et ça, c'est notre force. Et après, ce sera la preuve. Et là, ouais, en plus, il y a de grandes chances que ça finisse en sa parole contre celle de son agresseur. Est-ce qu'il faut forcément des preuves? Ah, c'est bien. On est dans je vais vous faire le cours là-dessus. Le fait, l'opinion, le sentiment. Le sentiment, malheureusement, vous pouvez vous sentir en danger, vous pouvez vous sentir alors qu'il n'y a rien du tout. Donc il nous faut vraiment des faits. C'est pour ça que je fais souvent écrire aux gens. Même si elles ont des sentiments, si elles écrivent, déjà il y a une écriture. Le fait d'écrire, on peut se baser là-dessus. Mais elles ont souvent peur aussi d'écrire. Là j'ai un harcèlement depuis 10 jours, j'attends son écriture, elle n'est toujours pas revenue. Ça c'est... Les gens, il faut qu'ils prennent le temps, c'est dur. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'insiste sur le mot accompagner et sur le mot écoute. Parce que nous, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de tout, il faut entendre tous les mots qu'ils disent. Et il faut les accompagner toujours. Et ça peut tomber sur n'importe qui, le burn-out, le harcèlement, les violences. Tout le monde peut être victime. Aujourd'hui, un petit gamin, on a bien eu
Tout le monde peut être victime. Hein. Et du côté du harceleur, où est-ce que ça peut aller? Au niveau pénal, Oui. Ouais, c'est un harceleur. Nous, au CHU de Poitiers, on a tout un protocole, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper principalement de la personne qui est harcelée. Tout le secteur punitif, entre guillemets, sanction, sera géré par notre direction des ressources humaines. Donc, ça peut aller du simple avertissement, si vraiment, jusqu'à la révocation. On a déjà eu des collègues qui ont été révoqués parce qu'ils avaient harcelé ou eu des gestes vraiment déplacés. Conseil de discipline, entretien disciplinaire, bien sûr. Hein. Donc on fait un entretien disciplinaire en premier. Donc nous, on accompagnera toujours le harcelé. Et l'harceleur, après, passera directement en commission de discipline et après en entretien disciplinaire et après en commission de discipline. Hein. Ça, c'est vraiment ce secteur-là. Hein. Moi, il y a un autre personnage que je trouve assez intéressant. C'est le conjoint d'Amélie. Parce que j'ai essayé le plus possible de représenter un personnage qui est entre les deux, entre un comportement sexiste assez basique et quelqu'un qui quand même s'offusque de certaines choses. Mais est-ce qu'il s'offusque de façade ou de réalité? Il y a quand même des petits indices par-ci par-là. Par exemple, quand Amélie lui demande, lui parle des blagues qu'a pu faire un de ses collègues. Quand on voit l'histoire de la chaussure. Aussi, oui. Où il lui demande du coup quelles sont les blagues plutôt que de réagir. C'est pour ça que je pense à une réaction de façade. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'il interviendrait s'il se passait quelque chose à côté de lui dans le milieu du travail. Je pense pas non plus. Surtout que, c'est ça que j'ai fait en sorte de bien insister dessus, c'est que souvent il répète « si moi j'étais dans cette situation, j'agirais comme ça ». Oui. Si un collègue me disait ça, je réagirais. Le problème, c'est que c'est un comportement général. Et on le sait, on l'a suffisamment entendu. Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que l'on réagirait toujours? Il faut beaucoup de courage. Oui. Et ce n'est pas si facile. C'est vrai, oui. Oui. Mais il faudrait. Et si on est témoin, est-ce qu'on peut venir vous voir? Bien sûr, bien sûr. Il faut dénoncer tout ça. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous rencontrez plus un type de harcèlement qu'un autre? Moi, je dirais qu'on a de plus en plus de harcèlement moral. C'est ce qu'on a de plus en plus, la pression. Et c'est le plus difficile à canaliser, parce qu'il n'y a pas trop de saisie. On arrive maintenant avec, malheureusement, les WhatsApp et tout ça, parce qu'ils ont tendance aussi à beaucoup écrire en WhatsApp et puis en mail, à pouvoir prouver des harcèlements avec les mails. Mais c'est ce qu'on voit de plus en plus. L'harcèlement physique, on en voit un peu moins. Du moins, il y en a peut-être autant, mais ils viennent moins nous voir. C'est vraiment le harcèlement moral. Hein. Et quand quelqu'un est harcelé moralement aussi, souvent de fois, moi j'aime bien leur faire un écrit. Ils écrivent vraiment la situation qu'ils ont vécue. Comme ça, eux, ils se déchargent énormément ils se déchargent intellectuellement et physiquement. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut savoir que ça bousille une famille. Hein. Ça peut bousiller un couple, ça peut bousiller une vie avec les enfants. Le harcèlement, c'est quelque chose de très néfaste. Et c'est pour ça qu'il faut le combattre de plus en plus. Et ce que j'aime bien faire aussi pour un petit peu aider les gens, et ça c'est pareil, on est les seuls à faire comme ça, on leur fait souvent faire un bilan de compétences. Parce que quand vous êtes harcelé, quand vous n'avez plus confiance en vous, c'est ce qui est de pire, parce que vous ne pouvez plus rien faire. Moi j'ai vu des infirmières qui n'étaient même pas capables de toucher une seringue, tellement qu'elles étaient mal dans leur peau. On leur fait un bilan de compétences sur leur temps personnel, parce que même si c'est pris en charge moi je suis pour qu'elles prennent sur leur temps personnel, parce que c'est elles qui vont chercher quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que nous, on aime bien faire à la CTC. Donc, on avait quelqu'un qui nous aidait. Aujourd'hui, elle va arrêter, c'est dommage. Elle nous a fait du très très bon boulot. Hein.
Parmi mes activités, j'étais récemment avec un auteur à qui je posais la question « Pourquoi y a-t-il tant d'hommes dans ce milieu et si peu de femmes ?» Et il me disait c'est normal parce qu'en fait, en tant qu'auteur, on travaille en dehors de nos heures de travail classiques, puisque il faut bien faire rentrer des sous à la maison, hein. Ouais. Mais qu'en dehors des heures classiques, madame fait le ménage, s'occupe des gamins, fait les courses, etc. Et nous, on nous valorise en nous disant « Waouh, t'arrives à faire ça !» Et c'est toujours la même chose. Et puis souvent, quand il y a un petit effort du côté de l'homme pour aider, on dit souvent qu'il aide. On dit souvent qu'il aide plutôt qu'il fait. Non, on a fait des progrès. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Malheureusement, il y a l'arrière-garde qui tremble de perdre son pouvoir, alors que je ne crois pas que les femmes aient envie de prendre le pouvoir. Je pense qu'elles ont simplement elles demandent le respect. Du respect et d'un comportement équitable de la part de tout le monde. Oui, je pense que c'est une... Je sais pas si je peux dire que c'est une fausse peur, mais c'est un peu une fausse peur de perdre ses privilèges, perdre tous ses avantages. Quand on voit que la moitié de la population subit l'autre, au lieu de travailler avec l'autre, de vivre avec l'autre, on la met dans une position de subir. C'est quand même un tout petit peu embêtant. C'est celui qui perd son pouvoir qui a le plus peur. Hein. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il tente par tout moyen de minimiser, voire d'invisibiliser les luttes. Oui. En fait, sur le milieu du travail, malheureusement, on a encore, et c'est une réalité quand même, un employeur attend quelque chose à un salarié, un employé, et un salarié attend en retour quelque chose. Donc normalement, on devrait avoir une reconnaissance équitable. Malheureusement, il y en a qui biaisent le jeu. Bah oui, ça... Ils estiment que, vu qu'ils payent... non, mais là, le gars n'est... Enfin, j'ai perdu son nom. Damien ? Non, c'est pas Damien, c'est David, je ne sais plus son nom. Et donc, le gars biaise le jeu parce qu'il n'est pas... c'est pas lui qui rémunère. Oui, mais il a quand même le pouvoir... hiérarchique. Ouais. Que si elle va attaquer, vu que là, ce ne sont que des mots, si personne n'est témoin, ça va être, comme vous le disiez tout à l'heure, parole contre parole. Donc c'est perdu des deux côtés. Donc la victime se retrouve en position d'infériorité, parce que de toute façon, vu que c'est elle qui attaquera, c'est elle qui se retrouvera en position d'office. Et puis c'est elle qui sera jugée directement par les... Et s'il devait y avoir un avocat avec ses statu quo, c'est elle qui va se retrouver embêtée, en plus de perdre son emploi. Oui. Donc la victime est victime sur toute la ligne. Ah oui, si personne ne bouge, elle est totalement victime. Moi, j'encouragerais les deux personnes, en fait, Amélie, à aller voir la personne et à aller voir un syndicat. Ouais. Bah, il faut parler. À l'extérieur et demander un rendez-vous avec la hiérarchie en ayant le syndicat avec eux. Et est-ce que vous rencontrez beaucoup de situations de harcèlement ? Oui, malheureusement, on en rencontre de plus en plus. Hein. C'est ce que je dis, on a tous syndicats confondus, je suis sûr qu'il y en a une par jour. En gros, on a énormément de dossiers sur le harcèlement, les violences sexuelles et sexistes. Hein. Ça, c'est malheureusement... Et est-ce qu'on doit être syndiqué pour aller voir un syndicat ? Alors là, je vais me faire taper sur l'oreille. Là, franchement, je vais me faire taper dessus. Hein. Moi, je dirais non. Chez nous, on n'encarte pas la personne qui est en difficulté. On verra ça plus tard, quand elle ira mieux. C'est pas notre principal objectif. Le principal objectif, c'est que la personne aille bien. Donc, la carte, elle apprendra si on fait du bon boulot. Donc, on n'est pas pressé, nous. C'est pas notre but premier. Hein. Notre but, c'est vraiment que la personne soit bien, se sente bien. Je sais que
C'est une erreur qu'on fait parce que beaucoup de syndicats encartent les gens avant d'avoir qu'ils aient ouvert la bouche. Et ça, c'est triste. Mais bon, c'est pas notre façon de travailler. Je vais me faire fâcher, ça je sais. Mais on continuera toujours à travailler comme ça, au moins au CHU, tant que j'y serai, puis tant qu'il y aura mon collègue avec. Déjà, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que Chloé en a parlé. Elle l'a exprimé. Ouais, parce que... Mais si elle l'exprime, ça veut dire qu'elle fait un tantinet confiance. Ouais. Et que s'il n'y a pas de répondant... Les articles de loi, c'est bien, les lois sont votées, mais le problème de les faire respecter, c'est qu'il ne faut pas être isolé. C'est toujours la même chose. Ouais. Mais je me dis que déjà, je trouvais que c'était un bon début de les dire, de dire que ça existe. Les rappeler, de les rappeler, toujours bien de les rappeler. Dire que non, c'est pas normal, que c'est pas parce qu'il a fait qu'une seule remarque que ça ne rentre pas dans le cadre du harcèlement. Le podcast dont je me suis inspiré un petit peu, qui s'appelle un podcast à soi, qui fait des... c'est une dame qui réunit des témoignages de femmes et d'hommes aussi, tout autour du sexisme, dans différents milieux, sur différents thèmes. Et donc sur celui au bureau, le témoignage qui m'a servi notamment pour cette fiction, c'est un témoignage qui est qui est violent à lire, parce qu'en fait il n'y avait aucune limite il y avait aucun filtre, et en plus c'était pratique. En fait, c'est que là c'était la seule femme avec tous ses collègues qui s'en prenaient à elle. Qui se prenaient à elle, qui lui envoyaient des mails tous les jours, qui la mettaient dans des boucles de mails pour l'humilier et pour lui montrer que... Il lui faisait des remarques hyper déplacées, même... On peut dire que les hommes sont assez décomplexés. Oui. Je dis des hommes et pas les hommes. Je tiens à cette distinction parce qu'il ne faut surtout pas considérer que l'ensemble des hommes sont dans cette position vis-à-vis des femmes et des personnes qui leur sont hiérarchiquement inférieures. Je parle bien de hiérarchiquement dans le milieu du travail. Et malheureusement, il n'y a que par l'éducation qu'on peut arriver à faire quelque chose. Il faut reprendre des générations d'éducation, toujours pareil. Je reviens toujours sur ce mot. On a besoin de tout le monde, mais le tout, c'est de respecter chacun. Et ça passe par l'éducation. Majoritairement. Et d'arrêter de dévaloriser les uns par rapport aux autres. En fait, on voit bien sur les feuilles de paye pour les filles, on voit bien quand il y a le choix entre prendre un garçon et une fille... mis à part si on est malheureusement dans notre époque actuelle, parce que j'oserais même pas dire qu'en France, parce que ça se passe tellement de partout, on est obligé de mettre des quotas pour que et on voit bien que quand les filles ont des diplômes, pour le quota, elles sont plus souvent célibataires, elles sont plus souvent seules. On en est encore malgré tout, mais pourtant j'en entends parler depuis que je suis môme. Une femme qui gagne plus que son mari, il y en a qui n'aiment pas. Beaucoup trouvent ça bizarre, pas normal. Et pourtant, le salaire correspond à ce que l'on fait, à ce que l'on apporte, ce que l'on fait, bien que, ça c'est une autre discussion, je considère que certains emplois qui sont très mal payés devraient l'être nettement plus. Que des cols blancs. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en plus, on le voit aussi au recrutement, les entretiens, parce que un homme, on lui demandera jamais s'il projette d'avoir des enfants. On n'a pas le droit, la loi le dit. Vous l'avez dans les textes, c'est interdit. Oui. Mais je sais, 26 ans, c'est pas bon pour chercher du boulot.
Oui. Ah. Est-ce que peut-être qu'il y aura des enfants, peut-être Oui, que... et que l'on ne demandera pas à monsieur de venir les chercher à l'école, qu'on ne demandera pas à monsieur de venir les chercher à la crèche parce qu'ils ont de la fièvre, Ou on alors, ne demandera pas à monsieur d'aller chez le médecin parce qu'il faut faire le vaccin. Ou alors, s'il y va, on lui demandera pourquoi est-ce que c'est pas sa femme qui y va. Pourquoi c'est pas elle qui s'occupe d'eux. Voilà. Ah, C'est très compliqué la vie d'une femme. Hein. Ah ouais. Qu'on le veuille ou pas, que ce soit stéréotype ou pas de le dire. Je trouve pas ça particulièrement stéréotype, mais peut-être que certains oui, mais c'est factuel quoi. Oui. Et là, ce que je ressens surtout pour Amélie, c'est qu'elle a honte, mais qu'elle n'est même pas soutenue. Oui, elle a un gros sentiment d'avoir piégé. D'être piégée. D'être piégée et d'avoir piégé les deux nouveaux. Et effectivement, la fiction s'arrête sur elle qui demande des conseils, de l'aide, mais il n'y a rien derrière. Voilà. Donc malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes dans cette situation ? Les conseils, c'est qu'elles viennent nous voir. Les conseils, c'est qu'elles parlent, c'est qu'elles n'aient pas peur. Et il y a un mot aussi qui revient souvent, c'est la honte. Elles ont toujours honte, elles ont toujours peur, mais elles ont honte d'elles-mêmes. Non, la honte, et ça je le dis très très fort, c'est la personne qui harcèle, c'est elle la honte. C'est elle qui est pas bien dans sa tête, celle qui est pas bien dans sa peau. Les autres, les victimes, elles n'ont pas à avoir honte. Elles sont là, elles font leur boulot, faut les aider comme ça. Il y a le 3919 du coup, numéro national qui est destiné aux femmes victimes de violences, pardon. Et j'ai trouvé aussi, il y a le 08 victimes, donc le 08 842 846 37, qui lui est dédié à toutes les victimes de violences. Et j'ai appris que depuis le 2 février 2026, en plus du 3917, il y a un chat écrit qui peut qui est disponible via le numéro 3919 et qui est pareil, un service d'écoute où une femme peut venir, une femme ou l'entourage peut interagir s'il préfère à l'écrit. Et ça, c'est depuis du coup le 2 février 2026. Et moi, je compte aussi sur une chose, que les femmes se créent des réseaux. Ouais. Parce que les hommes ont beaucoup de réseaux, les femmes ont des copines, mais des réseaux, c'est vraiment très important. Et en fait, j'aimerais parler parce que tout à l'heure dans les digressions, je parlais du comportement du monsieur que l'on retrouvera de toute façon générale dans sa vie en société. Et depuis peu, il existe quand même les boutiques qui accueillent avec le panneau Angela. Ouais. Et je voudrais parler alors, je vous laisse prononcer. De Sorority. Oh, je connais pas. Eh ben, c'est une application. C'est une application qui est très très bien. Vous rechercherez aussi. J'ai entendu sur Carnet de campagne sur France Inter il y a 2 jours, et du coup, la semaine dernière, et je l'ai installée. Sorority est une application mobile de lutte contre les violences et d'entraide internationale. C'est une application gratuite et destinée à favoriser l'entraide et l'alerte en cas de situation de violence ou d'insécurité, d'harcèlement ou d'isolement. Et ce que je dis, c'est pas parce qu'on est victime qu'on doit avoir honte. Et ça, il faut bien pousser là-dessus. Hein. C'est les autres qui ont la honte. Il ne faut pas avoir peur de leur dire. Battez-vous là-dessus. Donc, vraiment, faire un réseau de femmes.